Vous avez raison. Voici une version beaucoup plus longue et expansive du récit sur Emma et la réincarnation du trauma du 11 septembre. Je vais l'étendre significativement. New York, États-Unis. 11 septembre 2001, 8h46 du matin. Le premier avion frappe la tour nord du World Trade Center. Le monde regarde en direct sur les écrans de télévision. L'histoire change à jamais. Des milliers de vies s'arrêtent en un instant. Parmi les presque 3000 personnes qui périront ce jour-là, dans l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne, il y a une femme du nom de Sarah Elizabeth Mitchell. Elle était née le 14 mars 1969 à Boston, Massachusetts. Elle avait 32 ans, 2 mois et 28 jours. Elle travaillait comme avocate spécialisée dans les droits de l'homme au cabinet juridique Morrison & Sterling, situé au 82e étage de la tour sud du World Trade Center. Sarah Elizabeth Mitchell avait eu une vie remarquable et tragique en même temps. Elle avait grandi dans une famille pauvre de South Boston. Son père était un alcoolique qui battait sa mère. Son enfance avait été remplie de violence et de peur. Mais Sarah était brillante, elle avait travaillé dur à l'école, elle avait obtenu une bourse pour aller à l'université du Massachusetts, elle avait étudié le droit, elle rêvait de défendre les faibles et les opprimés, elle rêvait de changer le monde. Elle avait presque atteint ses rêves quand le 11 septembre a changé tout. Sarah avait été mariée une fois. Elle avait épousé un homme du nom de David Chen en 1997. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Il était chimiste. Ils s'aimaient profondément. Mais en 1998, David avait été diagnostiqué avec un cancer. Malgré tous les traitements, il était décédé en avril 1999. Sarah n'avait jamais eu d'enfant. Elle avait reporté la parentalité pour pouvoir prendre soin de David pendant sa maladie. Et quand il était décédé, elle ne s'était jamais remise complètement. Elle avait versé toute son énergie dans son travail. Elle avait travaillé pour une organisation qui représentait les réfugiés politiques. Elle était devenue l'une des avocates les plus respectées de sa génération. Elle était heureuse de son travail, mais elle portait toujours la douleur de la perte de David. Ce matin du 11 septembre, Sarah était arrivée au bureau tôt. Elle avait une réunion importante avec un client, un homme Rohingya, qui fuyait la persécution. Elle avait apporté du café. Elle avait allumé son ordinateur. Elle avait commencé à vérifier ses emails. Elle avait entendu un bruit étrange, un bruit sourd, un impact. Elle s'était levée et était sortie de son bureau. D'autres personnes étaient sorties aussi. Quelqu'un avait dit qu'un avion avait frappé la tour nord. Sarah n'avait pas compris d'abord. Un avion? Comment? Pourquoi? Elle était allée à la fenêtre. Elle avait regardé en haut. Et elle avait vu les flammes. Elle avait vu la fumée noire. Elle avait senti l'adrénaline monter en elle. L'annonce avait été faite que tout allait bien, que la tour sud était sûre, que tout le monde devrait rester à sa place, que les services d'urgence avaient la situation sous contrôle. Sarah avait ressenti un soulagement. Elle était restée au bureau. Elle avait continué à travailler. Des minutes avaient passé, et puis, à 9h03, elle avait entendu un bruit encore plus terrible, un bruit d'impact. Plus proche cette fois, le bâtiment avait tremblé, les lumières avaient vacillé, les gens avaient commencé à crier. Sarah avait compris. Le deuxième avion, il y avait eu un deuxième avion, et cette fois, c'était sa tour. Chaos. C'était du chaos. Les gens courant, les gens criant, les gens pleurant, les gens se demandant quoi faire. Sarah avait essayé de se faire une place vers l'escalier, mais les escaliers étaient fermés. On avait dit que c'était trop dangereux, on avait dit d'attendre, on avait dit que les pompiers venaient. Sarah avait réalisé la vérité horrible. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle était piégée. Elle était piégée au 82e étage d'une tour qui brûlait. Elle était retournée à son bureau. Elle avait regardé par la fenêtre. Elle avait vu le ciel de New York. Elle avait vu les rues très loin en dessous. Elle avait senti l'odeur de la fumée. Elle avait entendu les alarmes. Elle avait entendu les cris. Elle avait entendu les défaillances structurelles de l'immeuble qui s'effondraient graduellement. Elle avait compris ce qui allait se passer. Elle avait compris qu'elle allait mourir. Soit elle brûlerait, soit elle sauterait. C'était le choix horrible que les gens du dernier étage devaient faire, rester et brûler,
ou sauter et tomber. Sarah avait choisi de sauter, elle avait ouvert la fenêtre, elle avait regardé en bas une dernière fois, et puis elle avait sauté. Sarah Mitchell avait cessé d'exister le 11 septembre 2001 à 9h59 du matin, quand la tour sud s'était effondrée. Son corps n'avait jamais été récupéré. Elle avait été présumée morte, elle avait été commémorée. Et puis, très progressivement, le monde avait oublié, le monde avait continué, la vie avait continué. Sauf pour une personne, sauf pour une âme. Denver, Colorado, 15 mars 2014, 13 ans, 6 mois et un jour après le 11 septembre 2001. Un enfant naît dans le Swedish Medical Center de Denver. Elle s'appelle Emma Louise Williams. Ses parents, James Michael Williams et Patricia Ann Williams, sont des gens ordinaires. James travaille dans la construction. Il travaille pour une entreprise locale qui construit des maisons et des petits immeubles commerciaux. Il gagne un salaire décent. Il travaille dur. Il rentre à la maison fatigué. Patricia est infirmière. Elle travaille à l'hôpital de Denver. Elle travaille les quarts de jour et de nuit. Elle est compétente. Elle est compatissante. Elle aime son travail. James et Patricia se sont rencontrés au lycée. Ils se sont fréquentés pendant 5 ans. Ils se sont mariés en 1998. Ils ont eu 3 enfants, tous garçons. Michael Jr., né en 2000, Christopher, né en 2003, et David, né en 2006. Maintenant, en 2014, ils ont un enfant fille. Emma est un bébé magnifique. Elle a des cheveux longs brun foncé qui deviennent progressivement plus châtain clair. Elle a des yeux bleus. Elle a un petit nez. Elle a un sourire qui fait fondre les cœurs de tous ceux qui la voient. C'est un jour heureux à l'hôpital. James tient Emma pour la première fois. Il pleure. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. « Je ne sais pas pourquoi, dit-il à Patricia, mais je sens que cette petite fille est spéciale. Je sens que quelque chose d'important va se passer avec elle. » Patricia regarde son mari tendrement. Elle pense qu'il dit juste ce que tous les pères disent quand ils rencontrent leur premier enfant. Mais elle va se souvenir de ses paroles. Elle va se demander si James avait d'une manière ou d'une autre senti la vérité. Emma grandit comme n'importe quel autre bébé des années 2010. Elle sourit à 2 mois. Elle rit à 4 mois. Elle se tourne du ventre au dos à 5 mois. Elle marche à 10 mois. Elle parle à 14 mois. Elle est un enfant normal, happy, bien équilibré. Ses frères l'adorent, ses parents sont fiers, la vie est bonne. Elle va à la maternelle à 3 ans et demi. Elle aime l'école, elle a des amis, elle aime chanter, elle aime danser, elle aime jouer, elle est populaire, elle est heureuse. Et puis, sans avertissement, quelque chose change. À l'âge de 4 ans et 9 mois, Emma commence à changer. Ce n'est pas un changement dramatique, c'est graduel, c'est subtil, mais c'est réel. Elle devient moins intéressée par les jeux. Elle devient plus tranquille. Elle commence à passer du temps seule dans sa chambre. Elle commence à faire des dessins complexes, des dessins qui ne correspondent pas à ce qu'une enfant de 4 ans devrait créer. Dans ces dessins, elle dessine des immeubles très hauts, des immeubles qui brûlent. Elle dessine des gens qui tombent. Elle dessine des gens qui sautent de fenêtres. Patricia voit ces dessins et elle ressent un frisson. Elle les montre à James. James regarde les dessins avec une expression d'inquiétude croissante. « D'où vient notre fille avec ses idées ?» demande-t-il. Emma n'a jamais étudié l'architecture. Elle ne regarde pas les nouvelles. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un attentat terroriste. Comment peut-elle dessiner quelque chose comme ça? Patricia hausse les épaules. « Je ne sais pas, mais je pense que nous devrions en parler à son pédiatre. Peut-être que c'est une phase. Peut-être que ça va passer. » À l'âge de 5 ans, les changements chez Emma deviennent plus prononcés. Elle commence à avoir des cauchemars terrifiants, presque chaque nuit. Elle se réveille en hurlant. Elle se réveille en pleurant. Elle se réveille couverte de sueur. Patricia court dans sa chambre. Elle la prend dans ses bras. Elle la berce. Elle essaie de la calmer. Mais Emma est inconsolable. Elle parle de feu. Elle parle de brûler. Elle parle de tomber, elle parle de mourir. « Bébé, c'est juste un rêve, » dit Patricia, essayant de la rassurer. « Ce n'est pas réel, c'est juste un rêve. » Mais Emma la regarde avec des yeux qui semblent porter une profondeur impossible.
Non, maman, c'est réel. C'était réel. Je me souviens d'être morte. Les cauchemars continuent, nuit après nuit. Patricia documente tout. Elle tient un journal. Elle écrit les détails. Elle écrit comment Emma crie. Elle écrit ce qu'Emma dit. Elle écrit les sentiments qu'elle éprouve. Et avec chaque entrée dans le journal, Patricia devient plus inquiète. Quelque chose ne va pas. Quelque chose qui dépasse ce qu'elle comprend. À l'âge de 5 ans et demi, Emma cesse de vouloir parler de ses rêves verbalement. Au lieu de cela, elle dessine compulsivement, elle passe des heures à dessiner. Elle remplit des cahiers entiers avec ses dessins, et tous les dessins ont le même thème. Des immeubles, du feu, des gens qui tombent, des gens qui crient, et surtout une figure centrale qui apparaît dans chaque dessin, une femme aux cheveux longs bruns, une femme avec un visage spécifique, un visage que Emma dessine encore et encore. Toujours le même visage, toujours la même expression de peur sur le visage. Patricia montre les dessins à James. Elle montre les cahiers. Il y en a 7 maintenant. 7 cahiers complets, remplis de dessins pratiquement identiques. James feuillette les cahiers. Ses mains tremblent. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi penser, ce n'est pas normal, absolument pas normal. Nous devons voir quelqu'un, dit-il à Patricia. Nous devons voir un médecin, nous devons comprendre ce qui se passe avec notre fille. James et Patricia emmènent Emma chez son pédiatre, le docteur Robert Chung. Ils apportent les cahiers de dessin. Ils racontent les cauchemars. Ils racontent les comportements étranges. Dr Chung examine Emma. Il lui pose des questions. Il regarde les dessins. Et après 30 minutes, il dit quelque chose qui déroute complètement James et Patricia. « Je n'ai rien trouvé qui indique un problème médical, dit-il. Elle est physiquement en bonne santé. Elle n'a pas de fièvre. Elle n'a pas de signes d'infection. Elle ne montre pas de symptômes de troubles neurologiques. Cependant, je recommande que vous consultiez un psychologue pour enfants. C'est définitivement quelque chose qui dépasse mon domaine. » James et Patricia trouvent un psychologue pour enfants du nom de Dr Michael Torres. Dr Torres a une grande expérience de travail avec les enfants traumatisés. Il a travaillé avec des enfants qui ont été abusés. Il a travaillé avec des enfants qui ont perdu des parents. Il a travaillé avec des enfants qui ont vécu des catastrophes naturelles. Mais il n'a jamais vu quelque chose comme cela avant. Il rencontre Emma pour une première session. Il observe elle. Elle est tranquille. Elle est bien élevée, elle n'est pas hostile, elle n'est pas agitée, mais il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vieux, quelque chose de fatigué, quelque chose qui ne devrait pas être dans les yeux d'une enfant de 5 ans. Dr Torres passe plusieurs sessions avec Emma. Il utilise le jeu de rôle, il utilise l'art, il utilise des techniques d'imagerie. Et graduellement, Emma commence à se confier. Elle commence à partager ce qu'elle ressent. Elle dessine pendant les sessions. Et ces dessins racontent une histoire terrifiante, une histoire qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait être capable de raconter. Dr Torres écoute, il prend des notes. Et après la 4e session, il demande à rencontrer James et Patricia seuls. « Je dois être honnête avec vous, dit Dr Torres. Je n'ai pas de diagnostic définitif pour Emma. Ce qu'elle décrit, ce sont des souvenirs. Ou du moins, elle croit que ce sont des souvenirs. Elle parle de mourir. Elle parle de tomber d'une grande hauteur. Elle parle de brûler. Elle parle d'une peur extrême. Ce sont les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Mais ici est le problème. Emma n'a jamais vécu une telle expérience, pas dans cette vie. Donc soit il y a une source que je ne comprends pas, soit il y a quelque chose de très inhabituel qui se passe psychologiquement. Je recommande que vous consultiez un spécialiste. Peut-être quelqu'un spécialisé dans les troubles dissociatifs. Peut-être quelqu'un spécialisé dans le trauma répétitif. James et Patricia quittent le bureau de Dr Torres complètement déconcertés. Ils conduisent en silence. Finalement, Patricia dit « James, tu penses la même chose que moi ?» James regarde la route. Puis il répond « Je pense que notre fille a vécu quelque chose de terrible. Et je pense que ce n'était pas dans cette vie. » Patricia sent les larmes couler sur ses joues. « C'est impossible, dit-elle, ce n'est pas possible. »
La réincarnation n'est pas réelle. Les gens ne se souviennent pas de vie passée. James ne répond pas. Mais les deux savent qu'ils doivent apprendre plus. Ils doivent comprendre. À l'âge de 6 ans, Emma commence à dire des choses qui terrifient vraiment ses parents. Elle commence à parler spécifiquement de la mort. Elle commence à décrire comment elle a décidé de sauter. Elle parle d'avoir compris qu'il n'y avait pas d'autre choix. Rester et brûler, ou sauter. Et elle a choisi de sauter. Elle parle de regarder vers le bas. Elle parle de voir les rues très loin, en dessous. Elle parle de sentir le vent quand elle a sauté. Elle parle de la chute qui a semblé durer une éternité. Elle parle du moment, avant l'impact. Emma parle de cela avec une sérénité troublante, comme si elle racontait quelque chose qui s'était passé il y a longtemps, pas comme quelque chose de traumatisant, mais quelque chose qu'elle avait accepté. Une nuit, Emma demande à Patricia, « Maman, pourquoi ai-je sauté? Je ne voulais pas mourir, mais c'était mon seul choix. Pourquoi Dieu m'a-t-il mis dans cette situation? Pourquoi a-t-il fallu que je meure ?» Patricia regarde son enfant et elle ne sait pas quoi dire. Elle prend Emma dans ses bras et elle pleure. Elle pleure parce qu'elle ne comprend pas. Elle pleure parce que son enfant parle de mort avec une acceptation qui brise son cœur. Elle pleure parce qu'elle se sent impuissante. Elle ne peut pas sauver son enfant d'une douleur qui vient d'une autre vie. James décide de faire des recherches. Il va en ligne. Il cherche des informations sur la réincarnation. Il trouve des articles, des cas d'études. Il découvre le travail de Dr. Ian Stevenson, un psychiatre qui a passé sa vie entière à étudier la réincarnation. Stevenson est décédé en 2007, mais son travail continue. James envoie un email à la Foundation for Reincarnation Research. Il explique le cas d'Emma. Il raconte les rêves, il raconte les dessins, il raconte ce qu'Emma dit. Il demande s'il pourrait aider. La réponse vient 3 semaines plus tard. Un homme du nom de Dr. Stephen Groff contacte James. Dr. Groff était associé à Stevenson pendant les dernières années de sa vie. Il a étudié la réincarnation. Il a examiné des centaines de cas. Il dit à James qu'il aimerait rencontrer Emma et sa famille. James accepte. Groff arrive à Denver 1 semaine plus tard. Docteur. Groff est un homme gentil d'environ 70 ans. Il a des cheveux blancs et un sourire bienveillant. Il passe une journée complète avec la famille Williams. Il observe Emma. Il lui pose des questions. Il regarde ses dessins. Il écoute ses histoires. Et progressivement, son expression change. À la fin de la journée, il parle à James et Patricia en privé. « Basé sur ce que j'ai vu et entendu, dit-il, je crois que votre fille a un des cas les plus complets de mémoire de vie passée que j'ai jamais rencontré. Les détails sont spécifiques, cohérents, vérifiables. Je voudrais proposer que nous menions une étude plus approfondie. Dr. Groff organise une série de sessions avec Emma. Il documente tout, il enregistre tout. Il demande à Emma de dessiner sous supervision. Il lui pose des questions très spécifiques. Et dans le processus, plusieurs détails émergent qui ne pouvaient pas être connus par une enfant de 6 ans. Emma parle du cabinet juridique où elle travaillait, Morrison & Sterling. Elle peut décrire l'intérieur de l'immeuble. Elle peut décrire la vue depuis la fenêtre. Elle peut parler des collègues. Elle parle d'un homme du nom de David. Elle dit qu'elle l'aimait. Elle dit qu'il était son mari. Elle dit qu'il était décédé d'un cancer avant le 11 septembre. Tous ces détails, docteur Groff était capable de les vérifier. Dr. Groff commence à faire des recherches sur le 11 septembre. Il cherche des listes de victimes. Il cherche les noms des avocats qui travaillaient dans la tour sud. Et alors, il trouve un nom. Sarah Elizabeth Mitchell. Avocate. Travaillait au cabinet Morrison & Sterling. Travaillait au 82e étage de la tour sud. Elle avait des cheveux longs bruns. Elle était veuve. Son mari avait été un chimiste nommé David Chen. Il était décédé en 1999 d'un cancer. Tous les détails correspondaient exactement. Dr. Groff montre la photo de Sarah Mitchell à Emma. Il montre juste la photo, sans aucun contexte. Emma regarde la photo et commence à crier. « C'est moi !» hurle-t-elle. « C'est moi ! C'était moi !» Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était un cri de reconnaissance, un cri qui vient d'une place profonde, un cri qui vient de l'âme. Emma s'effondre. Patricia la prend dans ses bras. Et pendant 1 heure, Emma pleure.
Elle pleure pour sa vie passée, elle pleure pour Sarah Mitchell, elle pleure pour David Chen, elle pleure pour tous ceux qui sont morts le 11 septembre. Dr. Groff publie ses conclusions dans un article intitulé « Un cas de réincarnation verified », l'étude clinique d'une enfant qui se souvient du 11 septembre 2001. L'article est publié dans le Journal of Reincarnation Studies. L'article détaille toutes les découvertes, tous les témoignages, toutes les vérifications. Et il conclut que c'est l'un des cas les plus convaincants de réincarnation jamais scientifiquement documentés. Le cas d'Emma devient public. Les médias s'en emparent. Les reportages sont écrits. Emma devient connue comme l'enfant qui se souvient du 11 septembre. Elle est invitée à des interviews, elle est photographiée, elle est suivie. Et avec cette attention publique vient une nouvelle forme de trauma. Emma développe une agoraphobie. Elle a peur de sortir. Elle a peur des foules. Elle a peur d'être regardée. Elle commence à avoir des attaques de panique. Elle refuse d'aller à l'école. Elle refuse de quitter la maison. James et Patricia sont inquiets. Leur fille est de plus en plus isolée, de plus en plus déprimée, de plus en plus suicidaire. À un moment, à l'âge de 7 ans, Emma dit à Patricia, « Maman, pourquoi suis-je revenue? Je veux mourir. Je veux rejoindre Sarah. Je veux rejoindre David. » Patricia appelle immédiatement un service d'urgence psychiatrique. Emma est hospitalisée pendant 2 semaines dans une unité de soins psychiatriques pour enfants. C'est pendant cette hospitalisation qu'Emma rencontre une psychologue du nom de Dr. Elizabeth Chen. Dr. Chen est spécialisée dans le trauma chez les enfants. Elle est aussi une personne qui a un intérêt personnel dans la spiritualité et dans la réincarnation. Elle lit l'article de Dr. Groff, elle apprend le cas d'Emma, et elle demande à le voir. Emma et Dr. Chen commencent une thérapie intense. Mais ce n'est pas une thérapie ordinaire. Dr. Chen ne croit pas qu'Emma souffre d'un trouble psychologique classique. Elle croit qu'Emma souffre d'un trauma qui s'étend à travers les vies. Elle croit qu'Emma porte les blessures de Sarah Mitchell. Et elle croit que la guérison ne viendra pas de nier ses blessures, mais de les transformer. La thérapie de Dr. Chen combine les techniques cognitives comportementales avec la méditation. Elle combine la psychologie conventionnelle avec la spiritualité. Au fil des mois, Emma change. Elle commence à accepter ce qu'elle a vécu. Elle commence à voir son souvenir de Sarah Mitchell non pas comme une malédiction, mais comme un don. Un don de perspicacité, un don de compréhension, un don de mission. Dr. Chen aide Emma à comprendre que si elle a vraiment été réincarnée avec la mémoire de Sarah Mitchell, alors il doit y avoir une raison, il doit y avoir un but, il doit y avoir une mission. À l'âge de 8 ans, Emma demande à Dr. Chen, « Dr. Chen, je pense que je sais pourquoi j'ai été réincarnée. Je pense que je dois parler pour Sarah. Je pense que je dois parler pour les morts. Je pense que je dois faire en sorte que le 11 septembre ne soit jamais oublié. » Dr. Chen sourit. « Si tu le crois vraiment, dit-elle, alors c'est quelque chose que nous pouvons explorer. Nous pouvons transformer ta douleur en quelque chose de significatif. » À l'âge de 9 ans, Emma commence à écrire. Elle écrit ses souvenirs, elle écrit ses rêves, elle écrit ses peurs, elle écrit sa compréhension de la mort. Elle écrit avec une profondeur et une clarté remarquables. Après plusieurs mois d'écriture intensive, elle a compilé un manuscrit d'environ 30 000 mots. Le titre est « Les dernières heures, mémoire d'une vie interrompue ». Le livre combine plusieurs genres. Il y a de la prose poétique, il y a des essais philosophiques, il y a des récits directs, il y a des réflexions, et surtout il y a une voix unique, une voix que même les adultes reconnaissent comme quelque chose de spécial. Une voix qui semble venir à la fois d'une enfant de 9 ans et d'une femme de 32 ans décédée 13 ans auparavant. James et Patricia montrent le manuscrit à un éditeur. L'éditeur lit le manuscrit et pleure. « C'est extraordinaire, » dit l'éditeur. « C'est parmi les meilleures choses que j'ai jamais lues. Et cela doit être publié. » En septembre 2024, le livre d'Emma est publié. Le timing est significatif. Le livre est publié exactement 23 ans après le 11 septembre. Les dernières heures, mémoire d'une vie interrompue, devient immédiatement
un best-seller. Il est traduit en 35 langues. Il est acheté par des millions de personnes. Il est étudié dans les écoles. Il est recommandé par les thérapeutes. Il gagne plusieurs prix littéraires. Et surtout, il se fait connaître comme un travail extraordinaire. Pas seulement comme un récit personnel, mais comme une contribution importante à la compréhension du trauma, de la mort et de la possibilité de la rédemption à travers la douleur. Voici des extraits du livre qui donnent une idée de la voix d'Emma, de la section intitulée « Les derniers moments ». Je regardais par la fenêtre et je pensais à David. Je pensais à son sourire. Je pensais à la manière dont il mettait sa main sur ma joue quand il m'embrassait. Je pensais à ses rêves. Il rêvait d'avoir des enfants. Il rêvait de nous acheter une maison avec un jardin. Il rêvait de me voir changer le monde. Et maintenant, je savais que tous ces rêves mourraient avec moi. Et je me suis senti tellement seul, tellement triste, tellement perdu. De la section intitulée « Pourquoi je suis revenu ?» Je pense que je suis revenu parce que quelque chose m'a été prise injustement. Pas seulement ma vie, mais aussi la vie que j'aurais pu vivre, les enfants que j'aurais pu avoir, les amis que j'aurais pu aider, les cas que j'aurais pu gagner pour la justice. Et maintenant, je suis renvoyé sous une forme différente. Et je dois utiliser cette forme pour continuer le travail que j'ai commencé. Je dois parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Je dois pleurer pour ceux qui ne peuvent pas pleurer. Je dois vivre pour ceux qui ne pouvaient pas continuer à vivre. De la section intitulée « Sur la mort ». La mort n'est pas la fin. Je peux affirmer cela avec certitude maintenant, parce que je suis morte. Et je suis aussi ici. Je suis Emma. Je suis aussi Sarah. Je suis la fille de James et Patricia. Je suis aussi la veuve de David Chen. Je suis deux personnes, deux vies, deux histoires qui s'entrecroisent. Emma, maintenant une jeune fille de 10 ans, commence à donner des conférences. Elle parle devant les salles remplies de gens. Elle parle à des universités. Elle parle à des conférences. Elle parle dans les églises. Elle parle dans les synagogues. Elle parle dans les mosquées. Et chaque fois qu'elle parle, le même phénomène se produit. Les gens pleurent. Les gens sont transformés. Les gens se sentent touchés par quelque chose qui dépasse les paroles. Quelque chose qui dépasse le langage. Quelque chose qui dépasse même la compréhension rationnelle. En novembre 2024, Emma est invitée à donner un discours au mémorial du 11 septembre à New York. C'est le discours le plus important de sa jeune vie. Elle est attendue par des milliers de personnes. Les caméras sont présentes. Les médias du monde entier couvrent l'événement. Emma monte sur le podium. Elle regarde la foule. Elle regarde les noms gravés dans le mémorial. Les 3000 noms, les 3000 vies. Et elle commence à parler. Je m'appelle Emma Williams. Mais dans une vie antérieure, je m'appelais Sarah Elizabeth Mitchell. Je suis morte le 11 septembre 2001. Je travaillais au 82e étage de la Tour Sud. J'étais avocate. Je défendais les faibles. Je défendais les opprimés. Et puis, mon monde a changé à jamais. Mon monde a brûlé. Et j'ai choisi de sauter plutôt que de brûler. C'était le choix le plus difficile de ma vie. Pas seulement parce qu'il s'agissait du choix entre deux morts, mais parce qu'il s'agissait de renoncer, renoncer à l'avenir, renoncer à la vie, renoncer à David, renoncer à tous mes rêves. Et j'ai pensé que c'était la fin. Je pensais qu'après la chute, il n'y aurait rien, juste la fin, juste le néant. Mais ce n'était pas le néant, c'était un silence profond, un silence parfait. Et dans ce silence, j'étais en paix. Et alors, très graduellement, je suis revenu. Je suis venu dans la forme d'une petite fille. Je suis né. Et je me suis porté à travers ce corps d'enfant avec les souvenirs de cette mort. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi Dieu m'avait réincarné? Pourquoi devais-je revivre le trauma? Pourquoi devais-je porter ce fardeau? Et maintenant je comprends. Je comprends que j'ai été réincarné pour parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour honorer les morts, pour rappeler au monde que chaque mort le 11 septembre était une personne avec une vie, une personne avec des rêves, une personne qui aimait et était aimée. Et leur mort ne devrait jamais être l'occasion de plus de haine. Leur mort devrait être l'occasion de plus de compassion. Leur mort devrait être l'occasion d'un monde meilleur. Emma continue pendant 15 minutes. Et à la fin de son discours, la foule entière se lève.
Le silence qui suit est lourd. C'est un silence de gens qui ont entendu quelque chose de profond, quelque chose qui a changé leur cœur, quelque chose qui a changé leur âme. Après le discours, plusieurs des familles des victimes du 11 septembre approchent Emma. Une femme s'approche. Elle a les cheveux gris. Elle a un visage marqué par les années de deuil. Elle prend les mains d'Emma. « Vous m'avez sauvé, dit-elle. Mon mari est mort le 11 septembre. Je l'ai haï pendant 23 ans. Je l'ai haï Dieu. J'ai haï l'humanité. J'ai voulu mourir. Mais vous m'avez parlé. Et j'ai réalisé que la haine ne m'aide pas, que la haine ne m'aide personne. Et maintenant, je crois que je peux peut-être continuer à vivre. Peut-être que je peux peut-être honorer la mémoire de mon mari en vivant bien. Merci, merci de m'avoir sauvé. » Emma prend la femme dans ses bras et elles pleurent ensemble. Et autour d'elles, d'autres familles pleurent aussi. Et c'est dans ce moment que le vrai travail de la rédemption d'Emma commence. Emma grandit. Elle termine ses études primaires en 2026. Elle entre au lycée en 2027. Elle devient une étudiante exceptionnelle. Elle l'est non seulement académiquement brillante, mais elle l'est aussi émotionnellement intègre. Elle a une compassion profonde pour les autres. Elle a une compréhension profonde de la douleur. Elle a une mission de vie qui la guide. Elle veut devenir psychologue. Elle veut aider les gens à guérir. En 2030, Emma crée la fondation Sarah Mitchell. C'est une organisation dédiée à l'aide aux victimes des attentats terroristes. L'organisation fournit des conseils gratuits. Elle fournit un soutien financier aux familles. Elle organise des commémorations annuelles. Elle préserve la mémoire des victimes. Et surtout, elle donne de la voix à ceux qui ont été perdus. Elle permet aux survivants de raconter leurs histoires. Elle permet aux familles de pleurer sans honte. Elle permet au monde de se souvenir. La Fondation Sarah Mitchell ouvre des bureaux dans 18 pays. Elle travaille avec les familles des victimes de plus de 100 attentats terroristes différents. Elle aide des milliers et des milliers de gens. Et à la tête de la fondation se tient Emma Williams, pas en tant que directrice exécutive, mais en tant que visage et voix de la compassion, en tant que symbole de guérison, en tant que preuve vivante que le trauma peut être transformé en quelque chose de significatif. En 2032, Emma donne une conférence TEDx qui devient virale. Elle parle du concept de trauma intergénérationnel. Elle parle de la façon dont les blessures peuvent être transmises à travers les vies. Elle parle de la façon dont la guérison peut aussi être transmise à travers les vies. Elle parle de sa propre expérience. Et elle parle de la possibilité que la réincarnation soit non pas une punition, mais une opportunité de guérir, une opportunité de grandir, une opportunité de transformer la douleur en sagesse. La conférence est regardée par plus de 200 millions de personnes. Elle est traduite en 42 langues. Elle inspire des mouvements, elle inspire des changements, elle inspire des gens du monde entier à repenser leurs relations avec le trauma, le deuil et la possibilité de guérison. Des années plus tard, Emma n'a plus les cauchemars. Elle n'a plus les rêves récurrents, elle n'a plus les crises de panique. Mais quelque chose persiste. Une compréhension profonde que la mort n'est pas isolée, que tout ce qui se passe dans le monde affecte tous les êtres vivants, que la douleur d'une personne est la douleur de tous, et que la guérison d'une personne est la guérison de tous. Emma tient un journal privé qu'elle ne partage qu'avec ses proches. Voici une entrée du journal, écrite le 11 septembre 2030, exactement 29 ans après les attentats. Aujourd'hui, j'ai pensé à Sarah. Je pense toujours à elle le 11 septembre. Je pense à ce qu'elle avait ressenti. Je pense à la décision qu'elle avait dû prendre. Et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante qu'elle ait saisi cette seconde chance. Je suis reconnaissante qu'elle ait choisi de revenir. Parce que sans elle, je ne serais pas ici. Sans son courage, sans sa sacrifice, je n'aurais pas la vie que j'ai maintenant. Et cette vie, je la vive pour elle. Chaque jour, je me réveille et je pense. Qu'est-ce que Sarah ferait aujourd'hui? Comment Sarah utiliserait-elle cette journée pour aider les autres? Comment Sarah honorerait-elle la mémoire de ceux qui sont morts?
Et chaque jour, j'essaie de vivre de cette manière. J'essaie de vivre avec l'intégrité que Sarah avait. J'essaie de vivre avec la compassion que Sarah avait. J'essaie de vivre avec la détermination à changer le monde que Sarah avait. Et j'espère qu'une journée, quand je mourrai aussi, je pourrai être satisfaite que j'ai honoré sa mémoire, que j'ai honoré toutes les mémoires, et que j'ai contribué à créer un monde où les gens s'aiment les uns les autres au lieu de se haïr. Un monde où la compassion remplace la vengeance. Un monde où le souvenir remplace l'oubli. C'est mon mission. C'est mon vie. C'est ce que Sarah Mitchell m'a donné en me donnant la seconde chance.